Les armes se sont tues ces dernières heures entre l'Inde et le Pakistan. Les deux pays ont conclu hier un accord de cessez-le-feu. Cet accord doit mettre fin à plusieurs jours de confrontation militaire d'une rare violence. Alors la trêve va-t-elle vraiment tenir ? Peut-on éviter une nouvelle guerre? Et surtout, comment en est-on arrivé là? On va essayer d'y voir plus clair avec nos deux invités. Jean-Luc Racine, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et nous sommes en direct avec Olivier Dallage, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste de l'Inde et de la péninsule arabique. Bonsoir Olivier Dallage. Alors cela faisait plusieurs décennies qu'on n'avait pas assisté à une telle confrontation militaire entre l'Inde et le Pakistan. On a assisté, Jean-Luc Racine, ces derniers jours à des tirs de missiles, des tirs d'artillerie, des attaques aux drones. Peut-être déjà pour bien comprendre la situation et comment on en est arrivé là, quel a été l'événement déclencheur? Qu'est-ce qui fait que les deux pays ont rebasculé comme ça dans cette flambée de violence? Ils rebasculent à chaque fois dans la violence dès qu'il y a un attentat terroriste majeur. Et là, donc, en l'occurrence, c'était le 22 avril, un massacre, c'est le terme qu'il faut employer, un massacre de touristes indiens qui s'est fait en demandant aux hommes, les femmes étaient mises de côté, en demandant aux hommes quelle était leur religion. Et les hindous ont été abattus. Donc, comme on l'a vu en 2016, comme on l'a vu en 2017, mais là, les cibles, c'était des cibles militaires, une base, un convoi militaire. L'Inde réagit, mais cette fois, la réaction a été beaucoup plus intense que les fois précédentes. Les fois précédentes, il y avait eu ce qu'on appelle joliment des frappes chirurgicales. Là, ça a été beaucoup plus important. Ça a commencé par 9 bombardements de camps terroristes tel que défini par New Delhi, sur le sol pakistanais, aussi bien que dans la partie du Cachemire administrée par le Pakistan, avec immédiatement des rétorsions pakistanaises, le Pakistan disant « nous, on n'est pour rien dans cette affaire du 22 avril », et on a retrouvé l'enchaînement habituel, mais c'est vrai, avec une intensité toute nouvelle par rapport au dernier conflit. Et ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que dans cette affaire, New Delhi estime que les services de renseignement pakistanais pourraient être derrière cette attaque terroriste. La réplique, l'interprétation a été immédiate. Le groupe derrière ce massacre, qui l'avait revendiqué, c'est un nouveau groupe apparu en 2020, côté Cachemire indien, que New Delhi considère être une antenne en quelque sorte de groupes terroristes implantés au Pakistan. Alors Jean-Luc Racine, vous nous parliez du Cachemire qui cristallise effectivement ces tensions entre l'Inde et le Pakistan. Olivier Dallage, ça fait quand même des années que le Cachemire est une région, un théâtre de conflits. Pour quelles raisons est-ce que cette région du Cachemire est source de rivalité entre les deux pays ? Elle l'est depuis l'origine, c'est-à-dire depuis la partition en 1947. Le Cachemire, à l'époque, était un État princier comme il y en avait d'autres. Lors de la partition, ils étaient sommés de choisir entre l'Inde et le Pakistan. Le souverain du Cachemire, un hindou, qui d'ailleurs dirigeait un pays majoritairement, enfin un État princier majoritairement musulman, a essayé de faire le malin et de rester indépendant. Mais des milices pakistanaises sont entrées sur le territoire du Cachemire. Il a fait appel aux forces indiennes et ça a abouti à la première guerre indo-pakistanaise qui a duré jusqu'à la fin 1948, à la suite de quoi, faute de victoire totale de l'un ou de l'autre, c'est une partition de fait qui s'est ajoutée à la précédente partition, divisant en deux un Cachemire, toujours revendiqué intégralement par les deux pays. Il faut également rappeler, Jean-Luc Racine, que l'Inde et le Pakistan sont aujourd'hui deux pays qui disposent de l'arme nucléaire. Est-ce que cette arme nucléaire, c'est un des paramètres qui rentrent dans le conflit? Est-ce que les deux pays ont brandi cette menace nucléaire dans le cadre de ce dernier épisode de violence, ou ils sont plutôt, justement, ils ne souhaitent pas brandir cette menace nucléaire? Alors, comment ils se positionnent? en mettant de côté certains propos qui n'ont pas forcément été renouvelés, moi, mon interprétation, c'est que la dissuasion nucléaire, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on est resté dans des frappes, certes plus intenses que les fois précédentes, mais qui restent conventionnelles. Donc, il y avait eu un moment, une théorie pakistanaise en disant si des troupes indiennes entrent sur notre territoire, on pourra recourir à du nucléaire tactique.
entre guillemets. Je ne vois pas bien comment on fait une distinction entre le nucléaire stratégique et le nucléaire tactique quand les territoires en jeu, de part et d'autre de la frontière entre les deux Punjab, ont des densités de population énormes. Donc on n'a pas vraiment entendu sérieusement cette menace. Mais en revanche, donc, il me semble que bon, c'est tout à fait logique. Les Indiens comme les Pakistanais savent parfaitement que le principe de la dissuasion nucléaire, c'est d'être dissuasif. Et en revanche, il y a une autre arme dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours. Je me tourne vers vous, Olivier Dallage. C'est l'arme de l'eau. Comment est-ce que l'Inde utilise justement l'eau et les restrictions en eau pour déstabiliser son voisin pakistanais ? Alors, les Indiens ne le présentent pas comme ça. Ils estiment que le traité qui a été signé en 1960 à l'initiative de la Banque mondiale leur est aujourd'hui défavorable et trop généreux pour le Pakistan. L'Inde a des besoins croissants en matière hydraulique à cause de la sécheresse, le Pakistan aussi d'ailleurs. Et donc, ça fait quelques années qu'ils demandaient la renégociation de ce traité, qui a quand même résisté à 3 guerres indo-pakistanaises, en 65, 71 et 99. Et là, l'une des premières réactions, 15 jours avant les attaques militaires et au lendemain le jour même de l'attaque de Pahalgam, l'Inde a dit qu'il suspendait l'application de ce traité. Et d'ailleurs, dans les jours qui ont suivi, un des barrages d'un affluent du fleuve Indus, qui coule également vers le Pakistan, ce barrage a été purgé de ses sédiments, et puis les vannes ont été fermées pour une mise en eau. Et donc, même si l'Inde n'a pas le moyen de fermer le robinet complètement, une diminution du débit peut causer des torts considérables à l'agriculture pakistanaise, qui dépend de l'ordre de 80% pour son irrigation de l'Indus et de ses affluents. Ce qui veut dire, Olivier Dallage, que les civils pakistanais sont peut-être plus encore que les civils indiens en première ligne dans cette situation lorsque l'escalade militaire, à chaque fois que l'escalade militaire reprend entre les deux pays ? Oui et non, c'est-à-dire que si on considère que la population civile du Cachemire indien est directement concernée par le conflit, elle est affectée aussi, pas de la même façon bien entendu. Mais si l'agriculture souffre de pénurie en eau renforcée par des décisions indiennes, qui encore une fois n'a pas la capacité de bâtir des barrages du jour au lendemain, mais c'est un projet qui est évoqué. Eh bien oui, en effet, les deux populations civiles, c'est-à-dire pas les militaires, sont affectés par ce conflit, même si ce conflit reste limité. Même si ce conflit reste limité. Alors pour l'instant, un cessez-le-feu a été conclu, on l'a appris hier, c'est d'ailleurs le président américain qui l'a annoncé, Donald Trump. Jean-Luc Racine, ce cessez-le-feu, est-ce qu'il peut vraiment tenir dans la durée ? Est-ce qu'on sait si les négociations pour une stabilisation de la situation entre l'Inde et le Pakistan vont se poursuivre ? Alors, comme toujours, dans les phases militaires, on entend des discours opposés. Et s'agissant de cette question particulière, on entend aussi des discours opposés. Le Premier ministre pakistanais a remercié le président Trump de sa médiation, tandis que l'Inde a dit qu'il n'y a eu aucune médiation américaine. Ce sont les directeurs généraux des opérations militaires des deux pays qui ont pris contact. Donc encore une fois, bon, on le sait, une des victimes de la guerre, c'est l'information. Donc, alors, côté américain, il y a des déclarations officielles comme quoi il y a bien eu une médiation. C'est vrai qu'on peut se demander ce que vient faire Donald Trump dans ce nouveau terrain de conflit. Il est présent sur le dossier ukrainien, sur le Proche-Orient. Oui, d'autant plus que son vice-président, 3 jours plus tôt, avait dit tout ça, nous, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas une zone d'intérêt pour les États-Unis. Bon, donc, il faut faire avec l'administration Trump. Pour le reste, dans la déclaration américaine, il est dit que le cessez-le-feu allait ouvrir vers des négociations sur les questions qui pouvaient être la question de l'eau qui a été évoquée, voire l'avenir du Cachemire. Pour les déclarations officielles indiennes, il est dit non, cessez-le-feu, oui. Mais pour le moment, les négociations au-delà du cessez-le-feu ne sont pas sur la table. Donc encore une fois, on a des interprétations différentes selon les deux parties. Selon les deux parties, un cessez-le-feu qui reste en tout cas fragile. Je le rappelle que dans les heures qui ont suivi l'annonce de ce cessez-le-feu, effectivement, les deux pays se sont mutuellement accusés de l'avoir violé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde, Jean-Luc Racine et Olivier Dallage.